Un millionnaire qui déteste les animaux a un accident. Un chien apparaît et ce qu'il fait est incroyable et laisse le millionnaire rancunier pour le reste de sa vie. Le hurlement du vent fend l'air glacé comme une lame tranchante, tandis que les flocons de neige dansent furieusement autour de l'Aston Martin qui serpente sur la route sinueuse des Alpes suisses. Bertrand Leclerc, 55 ans et une fortune à faire soupirer d'envie les plus riches, serre le volant si fort que ses doigts blanchissent. Ses yeux bleus, aussi froids que la glace qui se forme sur le pare-brise, scrutent la route, à peine visible à travers le rideau blanc créé par l'orage. L'intérieur luxueux de la voiture, avec son cuir italien et ses boiseries fines, contrastait fortement avec la nature sauvage qui régnait à l'extérieur. Bertrand régla le chauffage, éprouvant un plaisir presque pervers à être protégé de cette nature qu'il méprisait tant. Les animaux, les plantes, le chaos de la vie sauvage, tout cela n'était pour lui qu'un obstacle au progrès et à l'ordre qu'il chérissait tant. Maudite réunion, se dit-il en se souvenant de l'insistance de ses partenaires à organiser une réunion dans ce chalet isolé. Comme si nous ne pouvions pas tout résoudre par vidéoconférence. C'est dans ce moment de distraction que tout a basculé. Une silhouette sombre apparaît soudain sur la route, matérialisée comme si elle était faite de neige. Bertrand tourne brusquement le volant, sentant la voiture perdre son adhérence sur le macadam gelé. Le monde tourne autour de lui, symphonie chaotique de métal tordu, de verre brisé et de crissements aigus des pneus sur l'asphalte. Lorsque tout s'arrête enfin, le silence qui s'ensuit est assourdissant. Bertrand, coincé entre le siège et le tableau de bord cabossé, sent le goût métallique du sang dans sa bouche. La douleur est intense, mais ce qui l'effraie encore plus, c'est l'obscurité qui commence à envelopper tout ce qui l'entoure. La voiture est couchée sur le côté, partiellement enfouie dans un banc de neige. Alors que sa conscience vacille, Bertrand est confronté à une réalité qu'il a toujours essayé de nier. Ici, maintenant, toute sa fortune, son pouvoir et son arrogance ne signifient rien. Il était seul, blessé et à la merci des éléments qu'il avait toujours méprisés. C'est alors qu'il l'entendit. Un son grave, presque inaudible au début, mais qui s'amplifiait peu à peu. Un aboiement. Puis un autre. Et encore un autre. Bertrand essaya de bouger, de crier à l'aide, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. À travers le pare-brise fendu, il aperçoit une forme qui s'approche. Un chien. L'animal, un bâtard de taille moyenne au pelage hirsute et au museau marqué d'une cicatrice, s'arrête à quelques mètres de la voiture. Ses yeux d'un brun profond fixent Bertrand avec une intensité déconcertante. Pendant un instant, l'homme et l'animal se regardent, séparés par une vitre et tout un monde de préjugés. Bertrand sentit une vague de mépris familière monter dans sa gorge. Même dans cette situation désespérée, l'idée d'être sauvé par un chien des rues lui paraissait absurde. Il tenta de repousser l'animal d'un geste faible, mais le chien ne bougea pas. Au contraire, il se mit à creuser la neige autour de la voiture, avec une détermination que Bertrand n'avait jamais vue chez un être humain, et encore moins chez un animal. Alors que l'obscurité menaçait de l'engloutir, Bertrand se mit à penser à toutes les fois où il avait méprisé la vie animale, à tous les dons qu'il avait refusé de faire au refuge et aux causes de protection. Aujourd'hui, pris dans les griffes froides du destin, il se demande s'il s'est trompé. Ces êtres qu'il a toujours considérés comme inférieurs ont-ils plus à offrir que ce que ses yeux orgueilleux lui ont permis de voir ? C'est avec cette idée dérangeante en tête que Bertrand perdit connaissance, le bruit des pattes du chien s'enfonçant dans la neige étant la dernière chose qu'il enregistra avant de plonger dans l'obscurité la plus totale. Le froid mordant fut la première sensation de Bertrand lorsqu'il reprit conscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement, révélant un monde blanc et brumeux. La douleur dans son corps est intense, mais ce qui le dérange le plus, c'est le sentiment d'impuissance. Lui, Bertrand Leclerc, le titan des affaires, l'homme qui pouvait acheter et vendre des entreprises sur un simple coup de fil, était coincé dans sa propre voiture de luxe, complètement à la merci de la nature. Le bruit de quelque chose qui bouge à l'extérieur attire son attention. Il tourna difficilement la tête pour apercevoir le même chien qu'auparavant, qui creusait encore inlassablement autour du véhicule. La neige a déjà été considérablement enlevée d'un côté de la voiture, laissant apparaître une partie de la carrosserie cabossée. Bertrand essaya de crier « Va-t'en, sale bâtard !» mais sa voix ne fut qu'un faible gémissement. Le chien releva la tête, le regardant de ses yeux bruns perçants. Pendant un instant, Bertrand ressentit quelque chose d'étrange, comme si l'animal pouvait voir à travers sa façade d'arrogance, directement dans l'homme effrayé et vulnérable qu'il était à ce moment-là. Le chien aboya une fois, puis, à la surprise de Bertrand, disparut dans la forêt enneigée. Génial, pensa-t-il amèrement, même un chien galeux m'abandonne. Mais avant qu'il ne puisse s'apitoyer sur son sort, il entendit un nouveau bruit, le tintement de quelque chose de métallique. Le chien était revenu, traînant quelque chose dans sa gueule. Bertrand plissa les yeux, essayant de distinguer l'objet à travers le pare-brise fendu. C'était une chaîne, ou peut-être une vieille corde, attachée à un arbre proche. Avec une dextérité surprenante, l'animal commença à tirer la corde avec ses dents, l'entraînant vers la voiture. Bertrand regarda avec étonnement le chien travailler méthodiquement, ses mouvements étant précis et déterminés. À chaque traction sur la corde, l'homme d'affaires ressent un mélange confus d'émotions, incrédulité, espoir réticent et, étonnamment, un pincement d'admiration. Pendant que le chien travaillait, Bertrand se mit à réfléchir à sa vie.
Il se souvient de son enfance à Paris, de ses parents distants, plus préoccupés par le statut social que par l'affection. Il se souvenait du jeune homme ambitieux qu'il avait été, déterminé à prouver sa valeur en accumulant des richesses. Et il pensa à toutes les relations qu'il avait sacrifiées en chemin, tant avec les humains qu'avec le monde naturel. Si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Retour à l'Histoire. Comment en suis-je arrivé là ? Se demanda-t-il, ressentant une vague de honte en réalisant qu'un animal des rues lui témoignait plus de compassion qu'il n'en avait jamais eu dans toute sa vie d'adulte. Le bruit des pas dans la neige interrompit ses pensées. Des voix humaines résonnaient au loin, se rapprochant rapidement. Le chien aboya, comme s'il appelait les nouveaux venus. « Par ici. La voiture est là !» cria une voix masculine. « C'est Hector. Il a trouvé quelqu'un !» répondit une autre voix, féminine cette fois. Bertrand ressentit une vague de soulagement si intense qu'il faillit s'évanouir à nouveau. Les sauveteurs. Le chien, Hector, apparemment, avait apporté de l'aide. Pendant que les sauveteurs s'efforçaient de le dégager de l'épave, Bertrand ne pouvait détacher son regard d'Hector. Le chien se tenait là, vigilant, comme s'il supervisait le sauvetage. « Ce chien est incroyable », commente l'un des sauveteurs en aidant Bertrand à sortir de la voiture. Il sauve des vies dans ces montagnes depuis des années. Personne ne sait d'où il vient, mais il apparaît toujours quand quelqu'un est en danger. Bertrand ne répondit pas. Son regard était fixé sur Hector, qui l'observait avec une expression presque compréhensive. Pour la première fois de sa vie, Bertrand Leclerc se sentait petit, non pas à cause de sa situation précaire, mais devant la noblesse inattendue de cet être qu'il aurait considéré comme inférieur il y a quelques heures à peine. Lorsqu'il fut placé sur la civière, prêt à être transporté à l'hôpital, Bertrand tendit une main tremblante vers Hector. Le chien s'approche, permettant à l'homme de toucher son museau cicatrisé. « Merci », murmure Bertrand, la voix étranglée par des émotions qu'il ne peut nommer. Alors qu'on l'emmène dans l'ambulance, Bertrand ne cesse de penser à Hector et à ce que cette rencontre pourrait signifier. Quelque chose a changé en lui, une petite fissure dans son armure de cynisme et de dédain. Et, même s'il ne le sait pas encore, cette fissure est destinée à s'élargir, à remodeler complètement sa vision du monde. Le bip constant des moniteurs cardiaques emplit la chambre d'hôpital, rappel audible de la fragilité de la vie que Bertrand Leclerc vient d'expérimenter. Les murs blancs et aseptisés semblent refléter le vide qu'il ressent à l'intérieur, un contraste saisissant avec l'opulence à laquelle il est habitué. Allongé dans son lit d'hôpital, Bertrand se sent exposé, vulnérable comme il ne l'a jamais été auparavant. Les médecins lui ont assuré que ses blessures, bien que graves, n'étaient pas mortelles. Il s'en remettrait complètement avec le temps. Cependant, les blessures les plus profondes, celles qui ne sont visibles sur aucune radiographie, continuent de le perturber. L'image d'Hector, le chien qu'il avait sauvé, restait présente dans son esprit. Ses yeux bruns, pleins d'une intelligence et d'une compassion que Bertrand n'avait jamais imaginées chez un animal, semblaient le hanter. Comment un être qu'il avait toujours considéré comme inférieur pouvait-il faire preuve d'une telle noblesse d'âme ? Une infirmière entre dans la chambre, interrompant ses pensées. « Monsieur Leclerc, vous avez de la visite. Un journaliste local qui aimerait vous poser quelques questions sur votre sauvetage, si vous le voulez bien. » Bertrand hésite. En temps normal, il aurait rejeté l'idée de parler à la presse locale. Quelle importance aurait-il pour quelqu'un de sa stature ? Mais quelque chose avait changé. Il acquiesça lentement. « Oui, vous pouvez la faire entrer. » Quelques instants plus tard, une jeune femme aux cheveux bruns et aux yeux vifs entre dans la pièce. Elle se présente comme Sophie Durand, journaliste au journal local. « Monsieur Leclerc, c'est un honneur de vous rencontrer », commence-t-elle, sur un ton professionnel mais avec une pointe de curiosité. « Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience ? Comment s'est passé votre sauvetage par le célèbre Hector ?» Bertrand cligna des yeux, surpris. « Célèbre ?» Sophie sourit. « Oui, Hector est une sorte de légende locale. Cela fait des années qu'il sauve des gens dans ces montagnes. Personne ne sait exactement d'où il vient, mais il y a des histoires. » Au fur et à mesure que Sophie racontait les histoires d'Hector, Bertrand sentit quelque chose s'agiter en lui. Il apprend que le chien a été trouvé il y a des années, blessé et abandonné, probablement victime de mauvais traitements. Au lieu de devenir agressif ou distant, Hector a développé un instinct presque surnaturel pour détecter les personnes en danger. Certains disent qu'il perçoit la peur et le désespoir, explique Sophie, il apparaît simplement lorsque quelqu'un a besoin d'aide, comme s'il était guidé par une force supérieure. Bertrand se retrouve à partager sa propre expérience, les mots coulent d'une manière dont il n'avait pas l'habitude. Il parla de la peur, de la solitude, et de l'apparition soudaine d'Hector comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. « J'ai toujours méprisé les animaux », avoua Bertrand, se surprenant lui-même par son honnêteté. « Je l'ai trouvé inférieur, inutile. Mais Hector, il a fait preuve d'une intelligence et d'une compassion que je n'ai jamais vues chez beaucoup d'êtres humains. » Sophie l'observe attentivement, les yeux brillants d'intérêt. « Et qu'avez-vous ressenti, monsieur Leclerc ? De voir une telle démonstration d'altruisme de la part d'un être que vous considériez autrefois comme inférieur ?» La question frappa Bertrand comme un coup de poing dans le ventre. Il ferme les yeux, s'autorisant à ressentir pour la première fois l'impact de cette expérience.
Honteux, dit-il finalement, sa voix étant presque un murmure. Et reconnaissant. Infiniment reconnaissant. Il y eut un moment de silence dans la pièce, rempli seulement par le bip constant des moniteurs. Bertrand ouvrit les yeux, rencontrant le regard compréhensif de Sophie. Monsieur Leclerc, dit-elle doucement, beaucoup de gens passent toute leur vie sans connaître la révélation que vous avez eue. Que comptez-vous faire de cette nouvelle perspective? La question était suspendue dans l'air, pleine de possibilités. Bertrand se mit à réfléchir à sa vie, à toutes les décisions qui l'avaient conduit jusqu'à ce moment. La froideur avec laquelle il avait traité le monde qui l'entourait, la poursuite incessante de plus de pouvoir et de richesse, le mépris pour tout ce qui ne correspondait pas à sa vision étroite de la valeur. Je ne sais pas, a-t-il finalement admis. Mais je sais que je ne peux pas continuer comme avant. Il faut que quelque chose change. Sophie sourit, d'un sourire doux et encourageant. C'est peut-être la vraie leçon qu'Hector avait à nous donner. Il faut parfois se perdre pour se retrouver. Après le départ de la journaliste, Bertrand resta seul avec ses pensées. Les mots de Sophie résonnent dans son esprit, se mêlant à l'image d'Hector. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur le monde, sur les valeurs, sur la compassion. Et quelque part au fond de son cœur endurci, une minuscule graine de changement a commencé à germer. Les semaines qui ont suivi ont été très floues pour Bertrand. La guérison physique est un processus lent et parfois douloureux, mais c'est le voyage émotionnel qui le met réellement au défi. Chaque jour apporte son lot de réflexions, de souvenirs et de questions qu'il ne s'était jamais permis auparavant. Lors d'un après-midi particulièrement introspectif, Bertrand était assis dans un fauteuil roulant près de la fenêtre de sa chambre d'hôpital, observant les montagnes enneigées au loin. Le paysage, qui lui avait semblé auparavant n'être qu'un obstacle à franchir, dégageait désormais une beauté sauvage et mystérieuse qui l'intriguait. C'est à ce moment-là qu'il entendit une agitation dans le couloir. Des voix excitées se mêlaient à un son familier, des aboiements. Son cœur s'emballa lorsque la porte s'ouvrit et qu'Hector entra, accompagné d'une femme d'âge mûr en blouse blanche. Monsieur Leclerc, sourit la femme, j'espère que cette visite surprise ne vous dérange pas. Je suis le docteur Amélie Rousseau, vétérinaire locale et soignante officieuse d'Hector. Quand j'ai appris qu'il vous avait sauvé, j'ai pensé que vous aimeriez le revoir. Bertrand reste un instant sans voix, les yeux fixés sur le chien. Hector lui répond en remuant légèrement la queue, comme s'il reconnaissait un vieil ami. Oui, bien sûr, finit par dire Bertrand. Je vous en prie, entrez. Hector s'approcha calmement et s'assit à côté du fauteuil roulant. Sans réfléchir, Bertrand tendit la main et toucha la fourrure rêche de l'animal. La sensation est étrangement réconfortante. Il est vraiment extraordinaire, commenta Bertrand, la voix basse et respectueuse. Le docteur Rousseau acquiesce. Hector a une histoire incroyable. Nous l'avons trouvé il y a des années, gravement blessé. Probablement victime de maltraitance. Mais au lieu de devenir agressif, il a développé une incroyable empathie. C'est comme s'il sentait que quelqu'un est en danger. Bertrand écouta attentivement la vétérinaire raconter d'autres histoires sur Hector et les autres animaux dont elle s'occupait. Chaque mot semblait remettre en question ses anciennes croyances, révélant un monde d'émotions et d'intelligence animale qu'il avait toujours nié. « Comment gérez-vous cela » demande soudain Bertrand. Voir tant de souffrance, tant de cruauté envers des êtres innocents? Le docteur Rousseau le regarde avec compréhension. C'est difficile, sans doute. Mais chaque vie que nous sauvons, chaque animal que nous parvenons à aider en vaut la peine. Et honnêtement, ils nous apprennent autant que nous les aidons. Bertrand hocha lentement la tête, absorbant ses paroles. Il regarda Hector, qui reposait maintenant sa tête sur ses genoux, ses yeux bruns l'observant avec une sagesse qui semblait transcender les espèces. J'ai toujours vu en eux des êtres inférieurs, admit Bertrand, la honte évidente dans sa voix. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Le docteur Rousseau sourit doucement. L'important, c'est que maintenant tu vois. Il n'est jamais trop tard pour changer, monsieur Leclerc. Ces mots ont trouvé un écho profond chez Bertrand. Il se surprend à parler au vétérinaire de sa vie, de ses choix, du vide qu'il a toujours ressenti malgré sa réussite matérielle. Vous savez, dit-il, presque pour lui-même, j'ai passé ma vie à construire des murs. Des murs d'argent, de pouvoir, d'indifférence. Et il a fallu ce chien incroyable pour les briser et me permettre de voir le monde. Le docteur Rousseau l'observe un moment avant de prendre la parole. Monsieur Leclerc, vous avez là une occasion unique. Une chance de reconstruire non seulement votre vision du monde, mais aussi de faire une différence. Avez-vous pensé à ce que vous pourriez faire avec vos ressources pour aider des animaux comme Hector? La question surprend Bertrand. Il regarda Hector, ses cicatrices, la noblesse de ses yeux, et quelque chose en lui se solidifia. Une décision, un but. Docteur, dit-il, la voix ferme pour la première fois depuis des semaines, je crois qu'il faut qu'on parle de la façon dont je peux aider. Alors qu'ils discutent des possibilités, du financement de refuges à la création de programmes de sauvetage et de réhabilitation, Bertrand ressent quelque chose qu'il n'a pas connu depuis des années, de l'espoir. Le sentiment qu'il pourrait peut-être utiliser sa richesse et son influence pour quelque chose de vraiment significatif.
Lorsque le docteur Rousseau et Hector se sont finalement quittés, Bertrand est resté près de la fenêtre, l'esprit plein d'idées et de possibilités. Le soleil se couchait sur les montagnes, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose. Pour la première fois depuis longtemps, Bertrand Leclerc ne voyait pas le monde comme quelque chose à conquérir ou à explorer. Il y voit plutôt une toile de vie complexe, dont chaque partie est reliée et précieuse. Et il a enfin compris sa place dans cette toile, non pas en tant que conquérant, mais en tant que gardien. Le soleil matinal baigne le bureau de Bertrand dans son manoir des Alpes suisses, illuminant une scène qui aurait été impensable quelques mois auparavant. La pièce, autrefois immaculée et froide, présentait désormais des signes évidents d'une nouvelle présence, un luxueux lit pour chien dans un coin, des jouets éparpillés sur le sol, et plus surprenant encore, Hector, paresseusement allongé aux pieds de Bertrand. L'homme d'affaires, physiquement remis de l'accident, est plongé dans une pile de documents. Ses yeux, autrefois froids et calculateurs, brillaient d'un nouvel éclat tandis qu'il examinait les documents devant lui. Monsieur Leclerc appelle son assistante Élise depuis l'embrasure de la porte. Les représentants de la fondation Friendly Pau sont arrivés pour la réunion. Bertrand acquiesce et s'installe dans son fauteuil. Merci, Élise. Veuillez les faire entrer. Quelques instants plus tard, 3 personnes entrent dans le bureau, Pierre, un vétéran de la protection animale, Sophia, une jeune militante, et le docteur Laurent, un vétérinaire de renom. Leurs regards se tournent immédiatement vers Hector, qui se lève pour les accueillir en remuant amicalement la queue. Bienvenue, les salue Bertrand en se levant, asseyez-vous, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Au fil de la réunion, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un simple don de charité. Bertrand propose quelque chose de bien plus grand, la création d'un réseau international de refuges et de centres de réhabilitation pour les animaux abandonnés et maltraités. Ma vision, explique Bertrand, la voix chargée d'émotion, est de créer un système qui non seulement sauve les animaux, mais aussi éduque les gens sur l'importance du respect et de la protection de toutes les formes de vie. Pierre, le plus sceptique du groupe, se penche en avant. Monsieur Leclerc, pardonnez ma franchise, mais votre réputation vous précède. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il ne s'agit pas d'un coup de pub? La question resta en suspens, chargée de tension. Bertrand sentit Hector se rapprocher, comme pour lui apporter un soutien silencieux. Prenant une profonde inspiration, il décida de faire ce qu'il faisait rarement, se montrer totalement vulnérable. Il y a quelques mois, j'étais un autre homme, commença-t-il, la voix basse mais ferme. Quelqu'un qui ne voyait le monde qu'en termes de profit et de perte. Quelqu'un qui considérait les animaux comme sans importance. Il marqua une pause, luttant contre l'émotion. Il m'a fallu tout perdre, ma sécurité, mon contrôle, presque ma vie, pour comprendre la vraie valeur de la compassion. Bertrand se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le vaste paysage alpin s'étend devant lui, rappelant la grandeur et l'interdépendance de la nature. Hector m'a sauvé, poursuit-il en se tournant vers le groupe. Pas seulement physiquement, mais il a sauvé mon humanité. Il m'a fait comprendre que la vie ne se résume pas à l'accumulation de richesses. Que chaque être vivant a une valeur intrinsèque. Sophia, la jeune activiste, avait les larmes aux yeux. C'est une histoire incroyable, monsieur Leclerc. Mais comment comptez-vous transformer cette expérience personnelle en action concrète? Bertrand sourit et retourne à la table. Excellente question. Permettez-moi de vous montrer. Au cours des heures qui suivent, Bertrand détaille son ambitieux projet. Il ne s'agissait pas seulement de construire des refuges, mais de créer un écosystème complet de soins aux animaux, des programmes éducatifs dans les écoles au partenariat avec les universités pour la recherche sur le bien-être des animaux, en passant par des initiatives d'adoption responsables et des campagnes de sensibilisation à l'échelle mondiale. Au fur et à mesure de ces explications, Bertrand voit le scepticisme initial du groupe se transformer en enthousiasme. Même Pierre, le plus méfiant, a commencé à faire des suggestions et à apporter sa contribution. Cela pourrait vraiment changer la donne, s'étonne le docteur Laurent. Avec vos ressources et notre expertise, nous pourrions avoir un impact sur la vie de millions d'animaux. Alors que la réunion touchait à sa fin, l'énergie était palpable dans l'air. Des plans ont été élaborés, les prochaines étapes définies et un partenariat inattendu mais prometteur s'est formé. Alors que les visiteurs prennent congé, Sophia se tourne une dernière fois vers Bertrand. Monsieur Leclerc, ce que vous proposez est extraordinaire. Mais je dois vous demander si vous êtes prêt pour les changements que cela va entraîner dans votre vie. Cela va bien au-delà d'un simple chèque. Bertrand regarde Hector, qui l'observe de ses yeux sages et loyaux. Il sourit, ressentant une certitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mon cher, répondit-il, ma vie a déjà changé de façon irrévocable. Ce n'est pas seulement un projet pour moi. C'est une mission, une façon de rendre et de donner un sens à tout ce que j'ai appris. Je suis plus que prête. J'ai hâte d'y être. Quand tout le monde est parti, Bertrand s'agenouille à côté d'Hector et lui caresse les oreilles. Eh bien, mon ami, murmura-t-il, il semble que nous ayons beaucoup de travail devant nous. Prêt à changer le monde? Hector répondit par un aboiement joyeux, comme s'il comprenait parfaitement le poids de ce moment. Et c'est là, dans ce bureau jusqu'alors symbole de froideur et d'isolement,
que Bertrand Leclerc a le sentiment d'avoir enfin trouvé sa véritable raison d'être. Les mois qui suivent sont une véritable révolution dans la vie de Bertrand Leclerc. Le manoir des Alpes, autrefois symbole d'isolement et de froideur, devient un centre palpitant d'activité et de compassion. Le bruit des aboiements, des miaulements et le bourdonnement des bénévoles emplissent les couloirs jusqu'alors silencieux. Ce matin de printemps, Bertrand se promenait dans les jardins récemment rénovés du domaine, désormais adaptés pour devenir un sanctuaire pour les animaux en voie de guérison. Hector trottine fidèlement à ses côtés, courant de temps en temps pour interagir avec les autres chiens qui jouent librement dans l'espace. Monsieur Leclerc, appelle une voix excitée. C'est Amélie, une jeune vétérinaire qui vient de rejoindre l'équipe. Nous avons de bonnes nouvelles pour Luna. Luna est une border collie arrivée au sanctuaire il y a quelques semaines, gravement traumatisée par des années de maltraitance dans une ferme. Bertrand se souvient parfaitement du jour où elle a été amenée, tremblante, mal nourrie et avec des yeux qui reflétaient une peur profonde. Elle a finalement accepté de manger dans la main d'un des soignants, poursuit Amélie, les yeux brillants d'émotion. C'est une avancée. Bertrand sentit une vague d'émotion l'envahir. Ces petites avancées, qui lui auraient semblé insignifiantes auparavant, étaient maintenant une source de joie et d'épanouissement immense. C'est merveilleux, Amélie, répond-il, un vrai sourire illuminant son visage. Je peux la voir ? Ensemble, ils se rendent au centre de rééducation. En chemin, Bertrand réfléchit à la façon dont sa vie a changé. Les réunions d'affaires et les dîners de gala avaient cédé la place à des consultations vétérinaires et à des séances d'entraînement avec des animaux sauvés. Étonnamment, il ne s'était jamais senti aussi vivant et épanoui. Lorsqu'ils atteignirent l'enclos de Luna, Bertrand s'agenouilla avec précaution. La chienne, toujours prudente, l'observait en coin. Lentement, il tendit la main, offrant une friandise. « Tout va bien, Luna » murmura-t-il doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » À sa grande surprise et à sa grande joie, Luna s'approcha avec hésitation, renifla sa main avant de prendre délicatement la friandise. Ce fut un moment bref, mais plein de sens. Bertrand sentit les larmes lui monter aux yeux. Il s'émerveille de la complexité émotionnelle et de la résistance de cet être qu'il aurait considéré, il n'y a pas si longtemps, comme un simple chien. En sortant de l'enclos, Bertrand se retrouve entouré de son équipe. Des visages anxieux et pleins d'espoir le regardent, tous unis par un objectif commun. Monsieur Leclerc, commence Pierre, le vétéran de la protection des animaux qui s'était d'abord montré sceptique quant aux intentions de Bertrand. Nous avons une situation qui requiert votre attention. Pierre explique qu'une grande ferme d'élevage intensif est à vendre dans la région. Les conditions de vie des animaux y étaient notoirement mauvaises, et l'occasion se présentait de transformer le site en un sanctuaire encore plus grand. Il s'agirait d'un investissement important, prévient Sophie, la comptable de la fondation. Et nous nous heurterions probablement à la résistance de l'industrie locale. Bertrand reste silencieux un moment, réfléchissant. Il y a un an, il n'aurait vu que les chiffres, les risques financiers, la controverse potentielle. Aujourd'hui, son point de vue est complètement différent. Combien d'animaux pourrions nous aider ? Des centaines, voire des milliers à terme, répond le docteur Laurent, l'enthousiasme dans la voix. Bertrand regarde Hector, qui l'observe attentivement, comme s'il comprenait l'importance du moment. Puis il se tourne vers son équipe, la détermination dans les yeux. Faites-le, dit-il fermement. Utilisez toutes les ressources nécessaires. Nous transformerons ce lieu de souffrance en une lueur d'espoir. L'équipe se met à applaudir et à se serrer dans les bras avec émotion. Bertrand sent une vague de gratitude et de détermination l'envahir. C'était l'héritage qu'il voulait laisser, pas des gratte-ciel ou des comptes en banque, mais des vies transformées et des cœurs guéris. Ce soir-là, assis dans son bureau avec Hector à ses pieds, Bertrand réfléchit à son parcours. Les murs, autrefois ornés de prix et de reconnaissance d'entreprise, affichaient désormais des photos d'animaux sauvés et des cartes de projets futurs. « Que sais-tu, mon ami ?» murmure-t-il à Hector en lui caressant les oreilles. « Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie ce jour-là. Tu m'as donné une nouvelle raison de vivre. » Hector releva la tête, ses yeux rencontrèrent ceux de Bertrand avec cette compréhension profonde qui le surprenait toujours. Et c'est là, dans ce moment de connexion silencieuse, que Bertrand Leclerc sut qu'il avait enfin trouvé sa vraie maison et son vrai moi. L'automne peignait les Alpes en nuances d'or et de rouge lorsque Bertrand reçut la nouvelle qui allait une fois de plus changer le cours de sa vie. Un appel de Sophie, son assistante, l'informe que les médias ont découvert ses projets de protection des animaux et qu'une équipe de journalistes est en route pour une interview. Bertrand ressent un mélange d'appréhension et de détermination. Il sait que ce moment arrivera, celui où il devra défendre publiquement sa transformation et ses nouvelles convictions. Redressant sa cravate, il se prépare à affronter les caméras, Hector fidèlement à ses côtés. L'équipe de journalistes arrive à l'heure, emmenée par Claire Dubois, une journaliste à l'œil vif. Bertrand les accueille dans le grand hall de l'hôtel particulier, transformé en lieu de vie pour les humains et les animaux rescapés. Monsieur Leclerc, commence Claire, son ton professionnel masquant une curiosité évidente, des rumeurs circulent sur un changement drastique de vos priorités commerciales. Pouvez-vous nous en parler ? Bertrand respire profondément, échange un regard rapide avec Hector avant de répondre. Ce ne sont pas des rumeurs, mademoiselle Dubois.
C'est une réalité. Depuis quelques mois, je consacre une part importante de mes ressources et de mon attention à la protection et au bien-être des animaux. La journaliste hausse un sourcil. C'est assez surprenant, compte tenu de votre réputation passée. Qu'est-ce qui a provoqué un changement aussi radical? Bertrand envisage un instant de donner une réponse diplomatique et vague. Puis, se souvenant de son parcours, il opte pour l'honnêteté totale. Il m'a fallu presque perdre la vie pour en trouver le sens, dit-il, la voix chargée d'émotion. Il raconte alors son accident, son sauvetage par Hector et la profonde transformation qui s'en est suivie. Pendant qu'il parlait, Bertrand a remarqué le changement d'expression de Claire et de son équipe. Le scepticisme initial a fait place à un véritable intérêt, voire à de l'émotion. Monsieur Leclerc, dit Claire d'une voix plus douce, savez-vous que beaucoup y verront une stratégie marketing ou une crise de la quarantaine? Bertrand sourit, un sourire qui atteignit ses yeux comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Je comprends le scepticisme. Il y a un an, j'aurais probablement pensé la même chose. Mais j'invite tous ceux qui en doutent à venir ici, à voir le travail que nous faisons, à regarder ces animaux dans les yeux et à ne pas ressentir le lien profond et la responsabilité que nous avons avec toutes les formes de vie. L'entretien s'est poursuivi, Bertrand détaillant ses projets, du sanctuaire local au plan d'expansion mondiale. Il parle des défis à relever, des résistances rencontrées, mais aussi des innombrables victoires, chaque animal sauvé, chaque vie transformée. À un moment donné, Luna, le border collie auparavant effrayé, est entrée timidement dans la salle. À la surprise générale, elle s'est approchée de Bertrand et a posé sa tête sur ses genoux. « Vous voyez » dit Bertrand, la voix brisée. « C'est Luna. Il y a quelques mois, elle pouvait à peine regarder un être humain sans trembler. Aujourd'hui, eh bien, regardez vous-même. » La scène émeut visiblement l'équipe de reportage. Claire, les larmes aux yeux, pose une dernière question. « Monsieur Leclerc, que diriez-vous à ceux qui, comme vous autrefois, considèrent les animaux comme des êtres inférieurs ou sans intérêt ?» Bertrand réfléchit un instant, caresse doucement Luna et regarde Hector. « Je dirais, ouvrez vos cœurs. Permettez-vous de voir au-delà des apparences, au-delà des différences. Chaque être vivant a une histoire, des émotions, une âme. Quand on s'en rend compte, quand on se connecte vraiment aux autres créatures, on découvre une richesse que l'argent ne peut pas acheter. C'est un voyage de découverte de soi, de compassion et croyez-moi, cela nous rend plus humains. » Une fois l'entretien terminé et l'équipe partie, Bertrand s'est assis dans son fauteuil préféré, épuisé mais satisfait. Hector et Luna se blottissent à ses pieds, comme s'ils sentaient son besoin de réconfort. « Nous avons bien travaillé, n'est-ce pas » murmure-t-il au chien. « Peut-être, juste peut-être, pouvons-nous inspirer d'autres personnes à voir le monde d'une nouvelle manière. » Ce soir-là, en regardant le coucher de soleil dans les Alpes avec ses fidèles compagnons à ses côtés, Bertrand Leclerc a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue au cours de toutes ses années de succès en affaires. Il savait que la route serait difficile, qu'il y aurait des résistances et des obstacles. Mais il sait aussi, avec une certitude inébranlable, qu'il est sur la bonne voie. La transformation de Bertrand Leclerc d'un magnate froid et calculateur en un défenseur passionné des animaux ne faisait que commencer. Et avec chaque vie touchée, chaque cœur ouvert, il sentait qu'il était enfin en train de construire un héritage qui porterait ses fruits. 5 années se sont écoulées depuis cet entretien fatidique. Le soleil du matin baigne le grand complexe qui s'étend désormais au-delà de l'ancien manoir de Bertrand. Ce qui était autrefois une propriété isolée et froide a été transformé en un centre dynamique de protection et d'éducation des animaux, connu internationalement sous le nom de Sanctuaire Hector. Bertrand, les cheveux gris aux tempes et les rides d'expression témoignant d'années de sourire et d'inquiétude, traverse les jardins. À ses côtés, un Hector plus âgé, encore plein de vie, lui emboîte le pas. Le complexe bourdonne d'activité, les vétérinaires courent dans tous les sens, les bénévoles nourrissent les animaux et des groupes d'élèves sont guidés dans des visites éducatives. Monsieur Leclerc, lance une voix enthousiaste. C'est Mathilde, une jeune femme qui est arrivée au sanctuaire il y a des années, alors qu'elle était une adolescente en difficulté, et qui est aujourd'hui l'une des principales soignantes. Le nouveau groupe de sauvetage est arrivé de la ferme expérimentale. J'ai pensé que vous aimeriez le voir. Bertrand acquiesça, ressentant ce mélange familier d'anticipation et d'appréhension. Chaque nouveau sauvetage était un rappel du travail qu'il restait à faire, mais aussi une célébration des vies sauvées. Au centre de réhabilitation, Bertrand a assisté à une scène qui, même après toutes ces années, l'a profondément ému. Des chiens, des chats, des lapins et même des cochons, tous visiblement effrayés et désorientés, étaient accueillis en douceur dans des espaces spécialement aménagés pour eux. Un petit beagle aux grands yeux effrayés attire son attention. Bertrand s'approche lentement et s'agenouille pour se mettre à la hauteur du chien. « Bonjour, mon petit » murmure-t-il doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. » Après un moment d'hésitation, le chien s'approcha et renifla timidement la main tendue de Bertrand. C'était un geste simple, mais chargé de sens, un premier pas vers la confiance et la guérison. Alors que Bertrand s'occupe des nouveaux arrivants, il ne remarque pas le mouvement inhabituel à l'entrée du sanctuaire. Ce n'est que lorsque Sophie, aujourd'hui directrice des opérations, est apparue avec une expression surprise qu'il a compris qu'il se passait quelque chose.
Bertrand, dit-elle en le tutoyant comme elle en avait pris l'habitude au fil des ans, tu ne vas pas croire qui est là. Curieux, Bertrand suit Sophie dans le hall d'entrée. Là, entouré d'une petite équipe, se trouvait Victor Durand, l'un des plus grands magnats européens de la cosmétique et un défenseur notoire de l'expérimentation animale. Victor, l'accueille Bertrand, la voix mêlée de surprise et de prudence. C'est une visite inattendue. Victor, un homme d'une soixantaine d'années à l'air visiblement mal à l'aise, s'avance. Bertrand, j'ai vu votre interview. Celle que vous avez donnée il y a 5 ans. Depuis, je n'arrive pas à m'enlever vos mots de la tête. Bertrand attend, sentant que quelque chose d'important va se passer. Je suis venu parce que je veux comprendre, poursuit Victor, la voix légèrement tremblante. Je veux voir ce que tu as vu. Ce qui t'a changé si profondément. Bertrand reste un instant sans voix. Puis, lentement, un sourire se dessine sur son visage. Eh bien, Victor, tu arrives au bon moment. Viens avec moi. Au cours des heures qui suivent, Bertrand fait visiter le sanctuaire à Victor. Il lui montre les animaux sauvés, lui raconte leur histoire, lui explique le travail de réhabilitation et les progrès de la recherche éthique sans utilisation d'animaux. Lorsqu'ils atteignent la zone où se trouve le petit Beagle, Bertrand remarque un changement chez Victor. L'homme d'affaires, connu pour son attitude implacable, a les larmes aux yeux. « Comment avons-nous pu » marmonna Victor, la voix brisée. « Comment ai-je pu l'ignorer si longtemps » Bertrand posa une main sur l'épaule de Victor. « Il n'est jamais trop tard pour changer, mon ami. Crois-moi, je le sais mieux que quiconque. » Ce soir-là, après le départ de Victor, qui est parti en promettant de repenser complètement les pratiques de son entreprise, Bertrand s'assit dans son bureau. Les murs, autrefois ornés de récompenses de l'entreprise, affichaient désormais des photos d'animaux sauvés, des lettres de remerciement et des plans pour de futurs projets. Hector, toujours aussi fidèle, est allongé à ses pieds. Bertrand se penche pour caresser les oreilles de son vieil ami. « Regarde ça, mon pote, murmure-t-il. Qui aurait cru que cette journée dans la neige ne serait que le début de quelque chose d'aussi grand ?» En regardant le soleil se coucher sur les Alpes, Bertrand réfléchit à son parcours. D'un homme qui considérait les animaux comme insignifiants à quelqu'un qui a consacré sa vie à leur protection. D'un homme d'affaires axé uniquement sur les profits à un défenseur passionné d'une cause plus grande que lui. Et c'est là, dans ce moment de calme, que Bertrand Leclerc a réalisé que sa véritable richesse ne résidait pas dans les chiffres de son compte en banque, mais dans les vies qu'il avait touchées, les esprits qu'il avait ouverts et les cœurs qu'il avait changés, y compris le sien. Le sanctuaire Hector était plus qu'un refuge pour les animaux, c'était une lueur d'espoir, un témoignage vivant que le changement est possible, que la compassion peut s'épanouir dans les endroits les plus improbables et que chaque vie, aussi petite ou différente soit-elle, a une valeur inestimable. Alors que les étoiles commençaient à pointer dans le ciel alpin, Bertrand a fait une promesse silencieuse, poursuivre ce travail, étendre sa portée et inspirer d'autres personnes à voir le monde avec des yeux plus compatissants. Car, comme il l'avait appris d'Hector et de tous les animaux qui étaient passés par ce sanctuaire, le véritable but de la vie est de faire la différence, une patte, une plume, une vie à la fois.